Bonjour. Dans un précédent tutoriel, je vous avais montré l'utilisation du module Zone de couleur pour effectuer des corrections locales dans Darktable. Je vous avais proposé de vous présenter également la nouvelle possibilité de retouche locale arrivée avec la version 1.1, la fusion conditionnelle. Voici cette présentation. Pour faire ma démonstration, je vais utiliser cette photo d'architecture. Souvent, lors de ce genre de prise de vue, les photographes se trouvent confrontés à un gros problème de contraste. En effet, les capacités des capteurs numériques à enregistrer de forts écarts de contraste sont limitées. Plus limitées que celles des films argentiques. Et surtout, beaucoup plus limitées que celles de l'œil humain. Le photographe doit donc faire un choix. Soit privilégier les ombres, au risque de perdre toute information dans les hautes lumières, le ciel dans mon exemple, soit privilégier les hautes lumières, mais dans ce cas, ce sont les zones sombres de l'image qui seront sous-exposées. Pour cet exemple, j'ai pris deux photos, l'une privilégiant les hautes lumières, l'autre privilégiant les ombres. Je vais utiliser la plus sombre des deux pour ma démonstration. Le ciel plombé est très intéressant, mais il faut absolument éclaircir les bâtiments et la rue, car ils sont complètement sous-exposés. C'est ce que je vais m'attacher à faire en utilisant la fonctionnalité fusion conditionnelle de Darktable. Premier point. Contrairement à l'outil zone de couleur vu dans le tutoriel précédent, la fusion conditionnelle est disponible dans la plupart des modules de Darktable. Modules de luminosité, de couleur, d'effet. Les modules où la fusion n'est pas présente sont les modules tels que recadrer et pivoter, exposition ou balance des blancs. Avant de vous montrer comment utiliser la fusion conditionnelle, je vais faire quelques réglages de base sur la photo qui seront utiles par la suite. Je vais d'abord régler un peu l'exposition pour éclaircir légèrement le ciel et utiliser ainsi toute la plage dynamique à ma disposition. Je vais ensuite corriger les aberrations chromatiques, car elles vont être gênantes lors de la création du masque de fusion conditionnelle. Pour cela, je vais dans l'onglet des modules d'amélioration et j'active le module correction des aberrations chromatiques. En zoomant dans l'image, sur les fils électriques en particulier, vous pouvez visualiser l'effet de la correction. Je désactive. J'active. C'est assez convaincant. Je suis maintenant prêt à effectuer la correction de la partie sous-exposée de l'image. Pour bien vous montrer l'effet de mes corrections, je vais temporairement activer l'affichage des zones sur- et sous-exposées. Vous pouvez constater que rien n'est surexposé, marqué en rouge sur l'écran, et que très peu d'endroits sont sous-exposés, marqué en bleu sur l'écran. Je referai ce contrôle ultérieurement pour vous montrer les différences. Pour l'instant, je désactive l'affichage des zones sur- et sous-exposées. La luminosité du ciel est bien réglée. Il me reste à effectuer la correction d'exposition pour l'avant-plan. Pour cela, je vais dans l'onglet des modules de tonalité et j'active le module courbe de tonalité. Puis, je tire sur la courbe pour éclaircir le sol et les bâtiments. Je ne me préoccupe pas du ciel qui devient totalement blanc. Je modifie un peu ma courbe pour l'ajuster au mieux. Voilà, c'est bon. J'affiche à nouveau les zones sur- et sous-exposées. Cette fois, le ciel est presque totalement surexposé, marqué en rouge. Mais les zones de sous-exposition ont disparu. Je désactive l'affichage. C'est enfin le moment d'utiliser la fusion conditionnelle pour limiter l'effet du module courbe de tonalité à la partie basse de la photo, c'est-à-dire au bâtiment et à la rue. Comme je l'ai dit plus haut, la fusion conditionnelle est disponible dans de très nombreux modules. En fait, dans tous les modules où vous disposez en bas de la ligne Mode de fusion. En cliquant sur cette ligne, vous faites apparaître une liste déroulante des différents modes de fusion. Je n'exploiterai dans ce tutoriel que le mode de fusion normal.
Les autres modes pourraient faire l'objet ultérieurement d'un autre tutoriel. Pour l'instant, le mode de fusion est désactivé. En cliquant sur Normal, je l'active et je fais apparaître juste en dessous deux nouvelles lignes, opacité et fusion. Le curseur opacité permet de jouer globalement avec l'effet de fusion. En le déplaçant, je diminue l'impact de la correction. C'est souvent pratique quand on a peaufiné un réglage, mais qu'on veut limiter un peu son effet. Fusion est pour l'instant sur Uniforme. En cliquant sur la ligne, je peux choisir entre Uniforme et Seulement si. En cliquant sur Seulement si, j'active les réglages de la fusion conditionnelle à proprement parler. Les différents onglets, boutons, curseurs d'affichage sont si nombreux que je pense qu'il est utile de vous en faire une description plus ou moins exhaustive avant de les utiliser. En haut à gauche, l'outil est d'abord composé d'une série d'onglets qui vont permettre de choisir le ou les canaux sur lesquels la sélection va s'effectuer. Dans ce module, les canaux de réglage disponibles sont les canaux L, A, B, C et H. Mais vous pouvez trouver d'autres canaux dans d'autres modules. Par exemple, dans le module Vignettage, vous disposez des canaux G, R, V, B, H, S et L. Ces différences sont liées au mode de fonctionnement du module. Certains modules utilisent le modèle LAB, d'autres le modèle RGB. Chaque onglet permet d'agir sur une des valeurs de ces modèles de couleurs. On parle aussi de canaux. Ceci permet de choisir le canal avec lequel on pourra le mieux identifier et isoler la zone sur laquelle il faudra travailler. Comme je l'ai déjà signalé, il est même possible de combiner l'action de plusieurs onglets pour composer le masque de fusion. Dans chaque onglet, vous disposez de deux supercurseurs. Chaque supercurseur est composé d'une règle et de 4 curseurs. Je les appellerai simplement règles par la suite. La règle supérieure correspond aux valeurs en sortie du module, après l'application des corrections. La règle inférieure aux valeurs en entrée du module, donc avant les corrections. C'est cette dernière que j'utilise le plus souvent. Chaque règle est colorée en fonction de la valeur représentée. Je vais vous montrer rapidement les onglets. Les règles de l'onglet L sont naturellement de couleur grise puisqu'elles représentent uniquement la luminance. Les règles de l'onglet A représentent l'axe vert-magenta. Les règles de l'onglet B représentent l'axe bleu-jaune. Les règles de l'onglet C représentent la saturation dans le modèle LCH. Leur couleur va du gris jusqu'à la saturation maximum. Et les règles de l'onglet H représentent l'ensemble des teintes. En plus des onglets, l'outil Fusion dispose en haut à droite de 4 boutons. Le premier, en forme d'œil, permet d'activer ou de désactiver la fusion pour juger de l'effet produit sans perdre les réglages. Le deuxième, en forme de carré, permet de visualiser en jaune la zone qui aura été délimitée par le réglage des curseurs. Le troisième active la pipette. Et enfin, le quatrième réinitialise tous les réglages de fusion. Notez qu'on peut aussi réinitialiser les réglages règle par règle en effectuant un double clic sur celle-ci. Revenons aux règles. Pour régler l'effet du masque de fusion, chaque règle dispose de 4 curseurs, matérialisés par de petits triangles. Nous verrons leur usage en les manipulant dans un instant. Chaque règle dispose également de 4 chiffres qui représentent les réglages des 4 curseurs. Cela peut être utile pour répéter ces réglages dans un autre module. Enfin, chaque règle dispose d'un bouton plus-moins qui permet d'inverser complètement l'effet de la règle. En dernier lieu,
En dessous des règles sortie et entrée des onglets se trouve un curseur qui ajuste globalement l'adoucissement du masque de fusion. Après cette présentation un peu longue mais nécessaire, je vais passer au réglage proprement dit. Pour cette photo, le choix est clair. Il suffit de travailler avec l'onglet L pour isoler facilement l'avant-plan du ciel. Pour déterminer les limites d'action du masque, je vais utiliser la pipette comme je l'ai fait dans le tutoriel précédent qui présentait le module zone de couleur. Je clique sur le bouton pipette. Cela active la pipette en mode sélection par point. Je change ce mode en sélection par zone et je positionne la zone dans la partie basse de l'image. Notez au passage que la plage de valeurs sélectionnée par la pipette est matérialisée dans la courbe de tonalité par une zone gris-rose. La valeur moyenne de la zone mesurée est elle-même représentée par une ligne plus claire. Dans le même temps, cette même plage de valeurs et cette même moyenne sont également matérialisées sur les deux règles de l'onglet L par une zone plus claire, une ligne claire et un chiffre entre parenthèses situé à gauche de la valeur des 4 curseurs. Je vais maintenant régler les curseurs de la règle entrée pour créer le masque de fusion. Dans cet exemple, je ne vais pas bouger les triangles de gauche car ma zone mesurée à la pipette inclut les valeurs les plus sombres de l'image. De ce fait, la zone matérialisée sur la règle va jusqu'à l'extrême gauche et le masque doit inclure toutes les valeurs les plus sombres. Par contre, je vais déplacer les triangles de droite pour les placer à peu près à l'endroit où s'arrête la zone claire mesurée tout à l'heure. Aussitôt, le ciel s'assombrit, montrant par là que le masque de fusion agit. J'utilise le bouton en forme d'œil pour bien vous montrer l'effet. Je désactive. J'active. Cependant, il subsiste quelques zones claires dans le ciel. Je vais essayer d'ajuster le masque pour améliorer ces réglages. Il est souvent très utile de visualiser le masque, surtout quand la correction est moins marquée qu'ici. Pour cela, je clique sur le bouton carré. Aussitôt, le masque apparaît en jaune. Je peux ainsi très facilement repérer les zones masquées alors qu'elles ne devraient pas l'être, et réciproquement. Je vais bouger un petit peu les triangles pour essayer d'améliorer les choses et vous montrer leur effet. Si on inspecte de près le bord des zones masquées, on s'aperçoit que les bords du masque sont très nets. En agissant uniquement sur le triangle du bas, je vais modifier en dégradé la zone de transition du masque. Je le fais d'abord une fois franchement pour que vous puissiez juger de l'effet. Quand je déplace le triangle du bas vers la droite, je détermine une zone de transition plus large, incluant des zones plus claires dans le masque. Cela s'apparente un peu à l'effet produit par le dégradé du module vignettage, qu'il est possible d'adoucir ou de durcir en déplaçant le cercle intérieur ou le cercle extérieur. Je ramène le triangle du bas à une position plus réaliste et je désactive l'affichage du masque. En zoomant dans la photo, je peux vérifier les bords du masque. Et vous voyez que je peux agir ainsi avec le masque sur des détails très fins de l'image, ces câbles électriques par exemple. Le masquage est bon, mais il crée quelques effets bizarres sur le poteau électrique et sur l'arbre à l'arrière-plan. Pour rattraper ces liserés, je vais jouer avec le curseur masque d'adoucissement. En bougeant ce curseur, je vais flouter le masque de fusion et éliminer les liserés. Je réaffiche le masque avec le bouton carré pour vous montrer l'effet du curseur flou. Voilà, c'est fait.
Comme d'habitude, je vous montre la photo avant et après. Je désactive le module. J'active le module. Je désactive. J'active. Vous avez constaté que la courbe de tonalité n'agit plus que sur les parties sombres, ce qui était le but recherché. Je vous montre également l'effet du masque lui-même en cliquant sur le petit bouton en forme d'œil. Je désactive le masque. J'active le masque. Je désactive. J'active. J'affiche à nouveau les zones sur- et sous-exposées. Cette fois, ni zone rouge, ni zone bleue. Donc, ni surexposition, ni sous-exposition.